Bonjour, bienvenue à tous à ce premier café rencontre virtuel de mon Carrefour Web. J'ai emmené aujourd'hui mon café. Il est chaud comme l'enfer, mais je vais réussir à le boire éventuellement. Merci d'être ici avec moi pour partager cette conversation qu'on va avoir ensemble. Donc, comment ça va se dérouler aujourd'hui? Dans le fond, c'est que je vais faire les présentations. Je vais parler un peu de qu'est-ce que mon Carrefour Web, de qui je suis. Ensuite de ça, on va explorer un peu c'est quoi les dilemmes, euh, puis les éléments qui sont difficiles pour les entrepreneurs en général. Puis, on va voir si vous avez de ces éléments-là auxquels vous vous rattachez. Ensuite de ça, on va explorer des pistes de solutions sur quoi faire, quel outil aller chercher, qu'est-ce qu'on peut faire à l'aide d'outils qui sont disponibles pour vous aider. Ensuite de ça, je vous fais découvrir 2 ateliers qui pourraient vous guider justement pour commencer avec ces outils-là, puis commencer à vous aider niveau santé mentale dans votre carrière, mais aussi personnellement. Parce qu'on s'entend que le bien-être professionnel touche aussi beaucoup sur le niveau personnel. Puis, comme les deux sont très entrereliés à ce niveau-là, ben c'est à ces 2 niveaux qu'on va s'apparenter pour pouvoir faire des changements qui sont positifs et bénéfiques. Dans le fond, aujourd'hui, vu que c'est mon premier café rencontre virtuel, je dois vous avouer, je suis un peu stressée. Ça paraît peut-être un peu de la façon que je parle, mais bon, keep on with me. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, comme je disais, cet événement est présenté par mon Carrefour Web, qui est une plateforme en ligne remplie d'outils et de ressources pour aider les travailleurs et travailleuses de tout type avec leur développement personnel et professionnel. Tous nos outils sont 100% gratuits. Nous sommes un organisme à but non lucratif. Donc, qui suis-je? Moi, dans le fond, je suis coach en développement professionnel axé sur la santé mentale et le bien-être en milieu professionnel. Je suis dans le domaine des communications depuis 2007, en marketing depuis 2018. Gère des entreprises depuis 2014 et je suis en ce moment étudiante en psychologie à la TELUC. Donc, voilà, les défis psychologiques et émotionnels que les entrepreneurs peuvent avoir à tous les jours, que ce soit pendant qu'ils travaillent ou non. D'ailleurs, on remarque qu'il y a un taux très élevé, non seulement d'entrepreneurs, mais aussi de travailleurs qui ont des symptômes d'anxiété ou de dépression. On parle de 60%, donc 6 sur 10 personnes, 6 sur 10 entrepreneurs qui ont des symptômes d'anxiété ou de dépression. En plus de ça, on parle aussi de près de 40% d'entre eux qui ne demandent pas de l'aide parce qu'il y a de la stigmatisation par rapport à ça. Puis, il y a un manque de ressources. Donc, sur ces 60 personnes-là, en fait, ce 60% de personnes-là, il y a 40% de gens qui ne demandent pas de l'aide, ce qui est énorme. Pour aider justement avec ce problème-là, euh, on va tenter de voir quels symptômes que vous ressentez présentement. Dans les points, on trouve beaucoup chez les entrepreneurs qui ont
beaucoup de stress et de pression. C'est parce qu'ils sont souvent confrontés à des niveaux de stress élevés parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités, de décisions à prendre qui sont difficiles. Ça peut être beaucoup pesant à porter. Beaucoup vont souffrir aussi d'isolement. Ils vont souffrir d'isolement parce qu'il y en a beaucoup qui ont des petites, des micro-entreprises, des start-up. Il y en a qui sont à leur compte, puis ils doivent prendre des décisions seuls. Puis souvent, quand on est seul, c'est encore plus lourd à porter. On va les voir aussi avec beaucoup d'incertitudes face aux risques. Parce que lancer une entreprise, c'est beaucoup d'incertitudes. Parce que c'est pas. Ça, oui, ça joue beaucoup sur les efforts qu'on prend, sur les efforts qu'on va mettre au travers de notre entreprise, mais il y a beaucoup aussi de trucs qu'on ne contrôle pas, comme l'économie, comme les clients, sur qu'est-ce que les clients font dans cette année-ci, dans les années qui vont venir. On ne contrôle pas tout, puis cette incertitude-là, puis ces risques-là, c'est aussi un poids pesant. On revient beaucoup aussi avec la gestion du temps. L'équilibre en vie professionnelle et personnelle est souvent un obstacle pour les entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui vont mélanger un peu tout ça ensemble, puis ça va créer des conflits ou créer beaucoup de stress parce que on va vouloir tout le temps être disponible pour nos clients, on va vouloir tout le temps être en train de travailler sur quelque chose, de tout le temps vouloir s'investir. Ou sinon, le contraire aussi, quand on s'est trop investi, puis que là, on est crevé, mais là, après ça, on met tout de côté, puis là, ça a une répercussion mauvaise aussi sur notre entreprise, ce qui n'est pas nécessairement mieux. D'autres traits que ça affecte beaucoup d'être entrepreneur et les symptômes qu'on peut retrouver, on parle souvent que ça va affecter aussi la confiance en soi. Pourquoi ça affecte la confiance en soi? C'est que même si on a une très grande confiance en soi de base, c'est qu'être entrepreneur veut dire qu'on va avoir beaucoup de critiques, on va souvent échouer. Il va y avoir beaucoup d'obstacles sur notre chemin qui vont faire en sorte qu'on va avoir une moins bonne estime de nous-mêmes parce qu'on va penser que c'est parce qu'on n'est pas bon, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire les choses soi-même, parce que, tu sais, on se donne beaucoup de raisons de dire que, dans le fond, on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable de faire les choses. On va aussi trouver une charge de travail intense. Les entrepreneurs, un peu encore comme avec la gestion du temps, on va se donner beaucoup de pression pour travailler, pour réussir, puis aussi parce que quand, mettons, on a des équipes, je dirais, des petites équipes déjà, on met plusieurs chapeaux. Donc, ceux qui ont des petites équipes, ou qui sont seuls, ben, ils doivent être le président, ils doivent être le directeur marketing, ils doivent être le gestionnaire des opérations, ils doivent être donc j'ai le mot en anglais, accountant, le comptable, merci. Ils doivent être le comptable. Donc, tu sais, c'est vraiment beaucoup de travail. Puis même ceux qui ont des grandes équipes, ceux qui sont il y a beaucoup, c'est que souvent, là, à ce moment-là, quand même, si on a juste un poste, ben, un poste veut dire qu'on peut faire plus de choses tout par rapport à ce poste-là. Donc là, on va prendre en charge toutes les tâches, toutes les décisions, puis ça va devenir lourd. Encore par rapport un peu avec la confiance en soi, c'est l'acceptation de l'échec. L'acceptation de l'échec, on va se dire, c'est qu'il y a beaucoup de moments en tant qu'entrepreneur où ce qu'on va échouer. Puis aussi, c'est que l'échec est relatif. On peut trouver plusieurs situations, on les trouve comme un échec, d'autres non. Mais en étant entrepreneur, c'est que souvent, tout ce qui a rapport avec notre entreprise, puis que ça ne marche pas, surtout si ça a rapport avec l'argent, on va le voir comme un échec.
puis c'est dur à accepter parce qu'on ne veut pas échouer. Il n'y a personne qui se dit « Ah oui, j'ai hâte d'échouer ». On a aussi la pression sociale. La pression sociale, c'est, puis encore pire avec les réseaux sociaux maintenant. On voit plein d'entrepreneurs qui réussissent, qui font de l'argent, qui vont montrer que eux, leur compagnie vont bien, puis nous, on va se mettre à se comparer, puis on va se dire, d'accord, mais moi, pour réussir, je dois faire plus, je dois montrer que je vais bien aussi. Je peux pas montrer que je vais mal, parce que là, je vais avoir l'air de quoi? Les clients ne voudront pas nécessairement faire affaire avec une entreprise qui va mal, ou que, tu sais, qui a l'air de commencer. Que, tu sais, on veut donner souvent une belle image, puis on se donne beaucoup de pression sociale, puis on accepte aussi des choses qu'on ne devrait pas accepter. Là, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous vous identifiez à l'un ou plusieurs de ces points? Puis là, vous pouvez me dire en commentaire, vous pouvez me le faire savoir, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez me dire comment vous vous sentez par rapport à ça. Moi, dans mon expérience personnelle, je pourrais dire que toutes ces choses, ces 8 choses-là qu'on vient de voir, je les ai toutes vécues, je les vis encore. C'est des choses qui sont vraiment très difficiles à gérer parce que tout ça mélangé ensemble, ça fait vraiment un mix assez nocif, puis que justement, ça emmène souvent vers beaucoup d'anxiété, vers la dépression. Puis là, on comprend un peu mieux aussi pourquoi il y a un chiffre quand même assez élevé d'entrepreneurs qui ont des symptômes anxieux ou dépressifs. Euh, Puis même moi, étant dans cette situation-là, je comprends totalement. Euh, Ce que j'ai fait à ce niveau-là, c'est que j'ai essayé de m'entourer d'autres entrepreneurs, d'autres gens aussi, même qui ne sont pas entrepreneurs, mais des gens qui sont dans des carrières spécifiques qui pouvaient m'aider. J'ai été chercher des ressources. J'ai été aussi aidée par mes proches pour essayer de trouver des solutions. J'ai fait beaucoup de travail par moi-même avec les ressources que j'avais. C'est pas toujours facile de trouver des ressources par soi-même. Ça prend du temps et ça prend de la volonté. Puis par rapport à s'aider, justement, on arrive aux outils et stratégies. Ce que je vous donne aujourd'hui comme outils et stratégies, c'est des outils qu'on peut trouver aussi sur la plateforme web Mon Carrefour Web. On a plusieurs articles puis ressources que vous pouvez aller chercher et trouver tous ces outils et ces stratégies que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai séparé en 3 catégories, je te dirais, pour essayer de se donner un coup de main, pour mieux gérer le stress, la dépression, etc., pour toute la tohu qu'il y a quand tu es entrepreneur qui se passe puis qu'on essaye de reprendre le dessus. En premier lieu, il faut de la résilience. La résilience, comment qu'on va y donner plus, dans le fond, l'aider, l'augmenter, cette résilience-là? Il faut commencer par comprendre les sources de stress, les identifier au deuxième point. Identifier les sources de stress. Pour comprendre le stress et mieux l'identifier, il y a plusieurs façons de faire. Une des façons que je recommande souvent, c'est lorsqu'on ressent le stress, lorsqu'on a l'impression de se sentir dans un moment où ce que là, OK, ça va pas, je suis en train de perdre le fil, je suis en train de paniquer, j'ai l'impression que là, je suis en mode automatique, que je perds contrôle à ce moment-là. Souvent, c'est qu'il faut
réussir à s'arrêter n'importe quel moment. Peu importe ce que tu fais, il faut s'arrêter, prendre un moment, puis on peut noter. On peut noter à quel moment que je me sens stressée, pourquoi je me sens stressée, puis juste ça, écrire quand, pourquoi, comment. En faisant ça, ça a l'air très, très simple comme ça, mais en faisant ça, c'est possible d'y revenir plus tard et regarder tous les moments où on s'est senti vraiment stressé, puis analyser, puis comprendre, OK, je me suis sentie stressée à ce moment-là pour telle raison. OK, là, à ce moment-là, pour cette raison-là, est-ce que c'est toujours les mêmes moments qui reviennent? Est-ce que c'est plusieurs choses différentes? Parce que si c'est plusieurs choses différentes, il faut appliquer des choses différentes aussi. Ensuite de ça, la deuxième catégorie, on parle de la gestion du stress. Pour gérer le stress, souvent, après d'avoir réussi de les identifier, de comprendre un peu mieux d'où ça vient, tout ce stress-là, puis toutes ces responsabilités-là qui nous stressent, c'est d'adopter des habitudes de vie plus saines. Et par là, je ne parle pas juste de bien manger, faire de l'exercice. Oui, ça, c'est important, puis ça va vraiment aider. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, d'ailleurs, pour adopter des habitudes de vie plus saines, c'est lorsqu'on se sent stressé et qu'on ne se sent pas bien, ou qu'on se sent vraiment dans un moment où on est vraiment triste, ou qu'on n'est pas capable de sortir de ça, ça serait à ce moment-là de prendre du recul. Prendre du recul, puis aussi prendre un moment dans la journée pour peut-être méditer. Beaucoup de gens vont vous dire que la méditation, c'est une très bonne chose, ce qui n'est pas nécessairement faux. La méditation, même si c'est excuse-moi, je vais reprendre. La méditation, c'est un moment qu'on prend pour soi pour pouvoir identifier qu'est-ce qui nous tracasse, sans nécessairement juste penser à des solutions, mais juste prendre le temps pour soi. Puis ça, pour ça, il faut être capable de voir clairement. Pour voir clairement, il faut prendre le moment d'y réfléchir. C'est pour ça que la méditation, ça nous donne un moment où on n'a pas tous les stimuli de toute la journée, où on est juste assis. Puis, on pense à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ce qu'on pense, pourquoi on le pense. D'ailleurs, cette pratique-là, on l'appelle la pleine conscience. La pleine conscience, c'est justement d'être en mesure de savoir ce qui se passe dans votre corps à quel moment. Puis, qu'est-ce qu'on peut identifier? Tu sais, il y en a qui vont me dire oui, mais j'ai pas le temps, Chloé, j'ai vraiment comme trop de choses à faire. J'ai pas le temps de prendre ça pour moi. Tu sais, j'ai une famille, j'ai aussi ma vie personnelle, en plus de ma job. Oui, puis je comprends. Mais souvent, pour s'aider, euh, on peut prendre à des moments où on est déjà en arrêt. Comme par contre, quand on va se coucher. Ça peut être 10-15 minutes. Juste le temps de prendre des grandes respirations, de vraiment sentir qu'on respire, prendre vraiment conscience de toutes les parties de notre corps, de ce qui se passe dans notre cerveau, de ce qui remonte. Qu'est-ce qui vient nous hanter ou nous fatiguer? Puis, prendre ça en note, puis continuer à expérimenter ça. Ça peut être aussi pendant des moments comme vous attendez l'autobus, vous êtes dans le métro, ou tu sais, des moments où ce que vous êtes déjà en train d'attendre de toute façon.
ça se fait très bien. Puis vous allez voir, ça va un peu avec la résilience, qui est d'identifier les sources de stress. Mais en plus d'identifier, vous vous calmez. Vous favorisez un moment où votre cerveau, automatiquement, pendant la journée, il va lui-même identifier des moments où ce que vous vous stressez ou que vous êtes vraiment déprimé, puis vous allez vous en rendre compte plus tout de suite. Parce que souvent, c'est ça, on s'en rend pas compte. Toutes les choses se passent très, très vite. Puis, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Puis, on est rendu avec tout ce stress, toute cette déprime-là, puis on ne sait pas pourquoi. Mais ça, pratiquer la pleine conscience, ça peut aider à gérer le stress. Le troisième point, qui est favoriser un équilibre professionnel. Pour favoriser un équilibre professionnel, souvent, ce qui est recommandé, c'est d'analyser vos valeurs, vos aspirations. Donc, vous, quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous, vos valeurs, c'est passer plus du temps avec votre famille? Est-ce que c'est le travail, de faire un bon travail? Parce que ça, pourquoi c'est une bonne idée de pouvoir analyser ça? C'est que ça va vous permettre aussi de savoir où c'est que vous mettez plus votre temps. Qu'est-ce qui compte pour vous? C'est quoi vous voulez atteindre quoi exactement? Puis à part dire oui, mais faire l'argent, c'est vraiment quel est votre but? Parce que il y a beaucoup de moments où, avec le stress de tout, on va tasser nos valeurs. On va même plus vraiment voir l'objectif au final de pourquoi on fait ça. Puis, pour favoriser ça, cet équilibre-là, c'est de mettre ces valeurs-là et ces aspirations clairement dans notre tête. Nous dire, moi, je crois en ça et ça, et moi, je veux atteindre cet objectif-là. Donc, quand vous faites ça, quand vous voyez des demandes de clients ou que vous voyez des demandes de partenaires ou de peu importe d'où ça vient, peu importe qui vous demande ou quoi, demandez-vous, est-ce que ça va avec mes valeurs? Est-ce que ça va avec mes objectifs? Est-ce que ça vaut la peine que je dépense du temps, de mon énergie, les deux choses qui sont les plus, selon moi, importantes dans votre vie, sur ces choses-là? Parce qu'on a tendance à s'éparpiller. Puis c'est là que toute notre énergie, on lance partout, puis qu'après, on n'en a plus. Donc, c'est là qu'avec ce point-là, on peut arriver à établir ses limites. C'est quoi vos limites? Vos limites, c'est ce que vous êtes capable de faire selon un temps défini, selon votre énergie que vous pouvez mettre là-dessus. Puis là, souvent, on va mettre les limites professionnelles. C'est important de les mettre depuis le début, depuis le départ, avec les clients, avec les partenaires, avec les fournisseurs. C'est important. Donc, pour établir ces limites, vous pouvez faire des choses simples, comme juste vous donner un horaire. Moi, j'appelle l'horaire de sociabilisation. Je me suis fait cet horaire-là en fonction de... Puis je l'utilise aussi même pour ma vie personnelle. Donc, moi, par exemple, après avoir évalué les moments où j'ai plus d'énergie puis que j'ai plus de disponibilité, bien, du lundi au mercredi, entre 11h et 19h, bien, je suis disponible et pour mes clients et pour tout le monde, les partenaires et même les gens dans ma vie sociale personnelle. Puis, même chose aussi du jeudi au vendredi, de 11h à 13h. Donc, moi, ces moments de sociabilisation-là, qui comptent aussi le travail, rentrent dans toutes ces choses-là. On peut aussi s'établir des limites pour soi-même. Ce qui veut dire, si tu sais que tu te fatigues après avoir travaillé pendant tant de temps et que tu n'es plus capable, ben à ce moment-là, comment tu peux faire pour travailler ce temps-là, mais l'étendre plus? Donc, vous voyez un peu où ce que je veux en venir. Par rapport à ces trois points-là, d'ailleurs,
je veux faire 2 ateliers avec. 2 ateliers pratiques que vous pouvez faire vous-même chez vous pour que ça puisse vous aider avec les 3 aspects qu'on a vus. Ce qui veut dire résilience, pratiquer la gestion du stress, puis avoir un bon équilibre professionnel. Le premier que j'utilise souvent pour voir, qui est vraiment simple, puis que ça se peut que ça ne vous parle pas, que vous n'ayez pas besoin parce que vous savez déjà exactement ce que vous voulez faire, ce qui vous passionne, mais aussi ce qui vous ramène un certain argent aussi. C'est pas que vous crevez de faim, mais que vous faisiez de l'argent en même temps de faire quelque chose qui a votre mission, vos passions. À ce moment-là, ça ne vous servira pas. Mais pour ceux qui sont des fois, que vous vous sentez un peu perdu parce qu'on dirait que tout vous a dépassé, j'utilise l'ikigai, qui est aussi appelé la raison d'être. L'ikigai, ça vient d'un concept japonais qui est, dans le fond, justement, trouver la raison d'être de ce que vous faites. Pourquoi, en ce moment, je vous dis que c'est important quand on parle de stress, de dépression, de santé mentale, voilà, dans le monde entrepreneurial, c'est parce que souvent, on va se lancer dans des choses que on va s'oublier, on va oublier les raisons pourquoi on le fait. Puis, c'est là qu'on va se rendre compte que ça ne va pas nécessairement bien, puis on ne se sent pas bien, on ne se sent mentalement pas bien. À ce moment-là, on va se poser des questions, on va faire l'exercice du Ikigai. Donc, comme vous voyez, il y a 4 cercles. Il y a un cercle avec ce que vous aimez, un cercle avec ce en quoi vous êtes doué, un cercle qui dit ce pourquoi vous pouvez être payé, puis un cercle qui dit ce dont le monde a besoin. Il y en a 2 qui vont s'interrelier, devenir passion, 2 autres missions, vocation, profession. Quand tu as tous ces 4-là ensemble, ça devient le Ikigai ou raison d'être. L'important, c'est que souvent, parce que même si on fait, c'est pas souvent juste faire ce qu'on aime aussi qui va nous rendre heureux. Ça nous rend heureux à un certain point où, oui, mais si j'arrive pas à faire d'argent, qu'est-ce que je fais? Comment je vis? Ou si on ne se sent pas utile, je fais quelque chose, mais je me sens inutile. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, tu sais, je vous dirais, faites-vous ce petit diagramme-là, dessinez-le, mettez ce que vous aimez, ce que vous êtes bon à faire, ce que vous pouvez être payé pour, puis ce que le monde a besoin. Ensuite de ça, essayez de trouver qu'est-ce qui est votre juste milieu. Est-ce que vous faites ça en ce moment ou pas du tout? Là, à ce moment-là, après, vous pouvez vous poser des questions. Vous dire, est-ce que c'est la raison pour laquelle peut-être je me sens comme ça? Je me sens pas utile, j'ai pas l'impression que je fais ce que j'aime, j'ai pas l'impression d'être bon, j'ai pas l'impression d'être payé. Puis en regardant ça, ben, c'est peut-être que vous allez réussir à voir, à trouver qu'est-ce qui marche pas à ce moment-là. Le deuxième atelier. Le deuxième atelier, c'est celui que je préfère. Je l'utilise tout le temps. Puis pourtant, c'est pas un outil qui a été fait pour les entrepreneurs dès le départ. C'est un outil qui a été créé pour des gens qui ont des déficiences intellectuelles ou qui ont des handicaps. Moi, quand en 2017, j'ai fait un gros burn-out. J'ai toujours été quelqu'un stressé depuis mon enfance. Puis quand j'ai fait mon burn-out, il y a beaucoup de choses dont j'ai dû mettre à jour. Que j'ai dû mettre des limites comme il faut parce que sinon, ça me drainait. Puis à un moment donné, j'ai une amie qui est venue avec cette chose-là. Elle a dit, moi, j'utilise cette chose-là, puis ça m'aide vraiment à tous les jours de ma vie.
J'ai fait, ah, OK, ben, je vais essayer. Dans le fond, ça s'appelle la théorie des cuillères. La théorie des cuillères, c'est que tu pars avec 12 cuillères. Là, après ça, c'est qu'il faut déterminer toutes les choses que tu fais dans ta journée, y compris le travail et les choses personnelles. Combien de cuillères ça te prend faire cette tâche-là, cette chose-là? Là, après ça, une fois que tu as déterminé combien de cuillères ça te prend sur tes 12 cuillères, ça peut être une cuillère complète, ça peut être une demi-cuillère, ça peut être 2 cuillères. Ça dépend comment vous sentez que ça vous bouffe de l'énergie. Alors, comme on voit sur le... Je vais l'approcher ici pour qu'on le voit mieux. Comme on voit ici sur le petit schéma, on part avec 12 cuillères ici. Là, par exemple, prendre une douche, une cuillère. Se laver les cheveux, une cuillère. Se déjeuner, une cuillère. Faire la vaisselle, une cuillère. Conduire pendant plus de 15 minutes, 2 cuillères. Cuisiner, manger, 2 cuillères. Travailler, 3 cuillères. Faire les courses, une cuillère. Se promener, aller marcher, une cuillère. Passer du temps en famille, 2 cuillères. Là, on arrive, plus de cuillères. Là, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive, il n'y a plus de cuillères? Mais là, vous passez du temps pour vous. Vous faites des choses qui vont vous redonner de l'énergie. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment manager, dire OK, ça me prend tant de cuillères. Là, se dire si vous êtes à 0, vous êtes à 0 cuillère. C'est pas de compromis de dire oui, mais là, telle chose arrive, non. Vous avez plus de cuillère, vous avez déterminé que c'est ça. Vous n'avez plus d'énergie, surtout si en plus vous sentez que vous n'avez plus d'énergie. Vous avez mis vos limites. Je veux dire, c'est pas quelque chose de rigide. Si vous pensez que finalement, vous avez mis trop ou pas assez de cuillères, vous le changez puis vous testez. Mais c'est une bonne façon de pouvoir se donner des limites puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Puis à quel point ça m'a brûlé. Vous pouvez être aussi plus spécifique. C'est comme ce schéma-là, il dit travailler, conduire, faire la vaisselle, mais justement, vous pouvez dans travailler, vous pouvez ajouter lire mes courriels, un appel, un meeting au téléphone, exécuter une tâche précise. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire aussi juste pour votre travail, pour être capable de vous mettre un horaire, une gestion de temps qui est moins stressante, moins too much. Il y a plusieurs façons d'utiliser ça, puis vous pouvez l'utiliser à la manière qui vous convient le mieux pour vous. Donc, pour aujourd'hui, ben, c'était le moment qu'on avait d'échange. Je suis bien contente que vous avez pris le temps de regarder ma vidéo. J'espère que ça a pu vous aider au moins un petit peu. Encore une fois, si vous avez des questions, des conseils, des pistes de suggestions, que vous voulez juste parler de vos expériences, vous pouvez facilement m'écrire par courriel. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Vous pouvez aussi écrire à mon Carrefour Web. N'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous parler, puis de voir avec vous comment je peux vous guider au travers les outils que je connais, que mon Carrefour Web a de disponible aussi. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été là avec votre café, que j'ai pratiquement pas bu. J'espère que la prochaine fois, vous allez venir et partager avec moi ce moment pour essayer de développer plus professionnellement avec moi et personnellement pour pouvoir avoir une meilleure santé mentale.